la consolidation d'une démocratie de plus en plus forte qui s'installe dans le pays. On fait le point avec Moussani Kema. On reçoit le deuxième invité de la quotidienne. Romuald Ouadani, ministre d'État chargé des Finances et de la Coopération, est désormais le nouveau visage de l'Union progressiste pour le renouveau démocratique et le bloc républicain pour la présidentielle 2026. À 49 ans, Romuald Ouadani est désormais considéré comme l'héritier politique du président sortant, Patrice Talon. Depuis son entrée en fonction, le technocrate veut incarner la rigueur budgétaire et la transparence financière. L'UPR décrit Romuald Ouadani dans un communiqué comme l'un des principaux artisans des réformes économiques et budgétaires du Bénin. Selon le parti, son expertise technocratique, sa vision stratégique et sa capacité à fédérer autour de projets ambitieux font de lui un candidat à même de poursuivre et amplifier les transformations initiées depuis 2016. Dans les rues de Cotonou, la capitale économique, nombreux sont ceux qui voient en lui la promesse de stabilité et de continuité. Face à Romuald Ouadani, le parti d'opposition, les démocrates, devrait bientôt désigner son candidat. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril 2026. Cette candidature confirme l'engagement pris par Patrice Talon de ne pas briguer un troisième mandat. Le président actuel avait promis de respecter la limitation constitutionnelle et de ne pas tripatouiller la Constitution, perpétuant ainsi une transition démocratique chère aux Béninois. Et pour décrypter cette actualité, nous recevons en plateau Cheikh Oumar Doumbia. Il est politologue, président directeur général du cabinet The Mind. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Est-ce qu'on peut parler de surprise venue du Bénin en évoquant cette actualité? À peu près. À peu près. Je pense que c'est l'opposition qui nous avait mis la puce à l'oreille depuis déjà quelques années. C'est cela. En commençant à indexer le ministre de l'économie comme étant l'héritier de Talon. Surprise peut-être pour certains proches de Talon, parce que le ministre quand même arrive dans le sillage de Talon en 2016. Il était tout nouveau. Quand il fait son entrée au gouvernement? Oui, il l'a croisé, étant en campagne d'ailleurs pour ce mandat-là. Donc dans le sillage de Talon, certains se disaient que bon, ça ressemble beaucoup à ça, mais non. Le Dauphinat faisait rêver beaucoup. Absolument. Mais du côté de l'opposition, je ne sais pas quel courrier ils avaient jeté, mais ils étaient sûrs que c'était la bonne personne. Est-ce que c'est le profil idéal pour succéder à Patrice Talon? C'est une question que beaucoup se posent. J'ai passé les derniers jours à l'observer, à l'écouter, révisionner certaines de ses interviews pour me faire une idée de l'homme. Et mon constat est clair, nous avons Talon pour remplacer Talon. C'est la même posture assise, les mêmes gestuels, les mêmes choix de mots, les mêmes temps de regard. Je me dis, s'il n'a pas finalement copié son propre être dans ce dauphin, c'est quand même épatant à quel point la ressemblance... C'est presque le clone du président Talon. J'ai envie de le dire. Très bien. Docteur Adjelou? Oui, moi, deux choses. La première des choses, c'est que le Bénin s'inscrit dans une certaine stabilité, une continuité. Mais je note que chaque pays a cette dynamique sociale. La réalité du Bénin ne peut pas être comparée à la réalité ivoirienne, à la réalité ghanéenne, à la réalité burkinabé. Chaque pays a ses dynamiques sociales. Donc, chapeau au Bénin qui confirme cette stabilité politique et démocratique. La deuxième des choses, c'est le candidat désigné. Je pense qu'il a le mérite. Il a réussi une prouesse économique à stabiliser l'économie du Bénin. Les réalisations sont là. Donc, pour moi, c'est à bon droit qu'il est choisi, donc voilà, bonne chance à lui. On note aussi que certains candidats qui étaient dans le sillage de Talon ont eu des problèmes avec le leader, donc ils ont été écartés, donc bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et aujourd'hui, voilà. Finalement, celles et ceux qui estimaient que Talon les écartait ou les emprisonnait, je pensais par exemple au ministre des Sports, c'est bien parce qu'il voulait rempiler finalement bilan des courses. Il passe la main. Faïsaline? Oui, je pense qu'on peut que déjà saluer la prouesse du Bénin. C'est l'un des pays dans la sous-région qui force l'admiration en termes de stabilité politique. Et on peut également reconnaître qu'il y a eu énormément d'innovations dans le mandat du président Talon. Alors ce choix, pour moi, il est stratégique. Déjà dans la continuité, ça a été dit dans le reportage, parce qu'on sent réellement que c'est quelqu'un qui a été un acteur clé dans la politique Talon. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves
surtout au niveau de l'économie. C'est quelqu'un qui n'a pas fait forcément l'unanimité, qui a pris des décisions assez controversées, mais qui a eu du résultat. Donc, on va dire que pour les Béninois aujourd'hui, c'est se dire, si je choisis ce candidat, alors je décide encore de voter le président Talon une seconde fois. La sécurité, parce que on voit qu'il y a réellement une relation forte entre le président Talon et le président Ouadani. Donc, c'est sûr qu'on aura toujours elle une lui donne déjà du influence. président. Hein. Oui, enfin, C'est prémonitoire, sait-on jamais. Ah ouais. Allons-y, Faïsal. Mais vu qu'il est le président désigné de son parti, donc déjà on peut lui concéder cela. Donc je pense qu'il y aura une influence forte déjà du président Talon dans tout ce qui est la gestion, même si on ne le dira pas. On a un peu comme ce petit poulain qui vient et qui va être, on va dire, dans les sillages donc de l'ancien président. Donc, Alassane Rabo. Très bien. Alors, je pense que le Bénin a réussi quelque chose qui est à saluer ces dernières années, mais je pense que c'est devenu aujourd'hui dans la culture démocratique même du Bénin. On a vu le président Kérékou, lorsque la limitation d'âge l'empêchait d'être candidat, au final, malgré l'homme fort qu'il avait été, certains disent même qu'il avait été autoritaire, il a décidé donc de quitter le pouvoir et de permettre donc à un autre président de gouverner le pays. Et depuis lors, les dirigeants qui viennent à la tête de pays semblent s'inspirer de ce respect des institutions et de la loi fondamentale de la nation. Alors moi, ce qui me la question qui me vient à l'esprit, Cheikh Oumar Doumbia, c'est que on nous vante le profil d'un technocrate qui est passé chez Harvard, qui a fait des lois, et puis aussi qui maîtrise bien l'économie, puisqu'il a impulsé pas mal de réformes qui semblent marcher en ce moment dans le pays. Le Bénin est confronté à des défis sécuritaires énormes. Il y a eu plusieurs attaques terroristes ces dernières années au Bénin. Est-ce qu'il a le coffre nécessaire ? C'est exactement ça. Lorsque il a évoqué le mot mérite. Docteur Adjelou. Docteur Adjelou a dit mérite. J'ai ressenti quand même un petit choc parce que il y a deux choses. Ministre pendant 10 ans, c'est considérable. Ce n'est pas rien en politique. Ce n'est pas rien. Mais chef de l'État, c'est une toute autre affaire. Une toute autre affaire. Gérer un portefeuille suffisamment technique comme celui de l'économie et gérer des hommes et des enjeux, c'est une toute autre affaire. La seconde chose que l'on semble écarter d'un revers de main, c'est de dire que bon, il n'a pas d'expérience électorale. Et comme on le dit en politique, une campagne présidentielle, elle révèle votre véritable nature. Et il n'a pas cette expérience. Il n'a jamais été élu nulle part. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté. Et aujourd'hui, ce qui est triste dans toutes ces analyses et ces questions que nous vivons, c'est que vous prononcez Talon plus de fois que son nom. Et ça, c'est réellement triste, parce que nous ne pouvons pas vouloir qu'un homme vienne précéder aux destinées de sa nation, et en étant accroché au fait que lui aussi, sa destinée repose sur celui d'un autre homme. Non, peut-être que l'actualité est très récente, c'est peut-être pour ça. Hein, il n'est pas encore devenu ce qu'il doit être. Et c'est aussi ça, c'est cette question, il faut aussi pouvoir y répondre en Afrique, même au Bénin, parce que le Bénin, c'est vrai, l'histoire politique nous parle de... C'est un pays qui était à fort taux de coup d'État. Et tout d'un coup, ils ont su se ressaisir, se recadrer, réformer leur législation jusqu'à arriver à être peut-être le premier pays africain à dire un mandat, un homme, 2 mandats, pas plus, peu importe les circonstances. C'est des choses à saluer pleinement dans la structure politique du pays. Mais dans ce cadre précis, l'homme quand même qui est en face de nous, quand on l'écoute, quand on l'observe, il n'a pas encore été confronté au défi dont nous parlons aujourd'hui. Il n'a pas encore été confronté à la difficulté du voisinage avec des pays aujourd'hui dits de l'AES, à la difficulté du voisinage que le Bénin a avec le Nigeria, parce que ça c'est une relation suffisamment complexe, et même sa performance en matière d'économie est extraordinaire, parce qu'il vient prendre un pays qui a quoi entre 45 et 50% de taux de pauvreté. Il arrive aujourd'hui, les perspectives pour le Bénin en 2025, c'est 22,6% taux de pauvreté. C'est extraordinaire. Le Bénin aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2/3 d'investissement du secteur privé. Pour un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Mais le Bénin aussi, c'est le seul pays où le litre d'essence peut être à 700 francs à la station, et dans la rue, ils vous vendront le litre d'essence à 125 francs, parce que quelqu'un peut aller au Nigeria et l'amener. Donc, déjà, la géopolitique va peser, la géostratégie va peser, et surtout sa capacité à garder 2 partis unis, parce que c'est ce qui a favorisé le président Talon. On va parler de l'UPR et on va aussi parler du bloc républicain, qui aujourd'hui disent oui, c'est notre candidat, nous le soutenons.
Mais ces partis ont aussi des démembrements à l'intérieur qui ont des tendances, où aussi il y a de jeunes loups qui sont aussi tout aussi affamés que lui. Moi, je pense que d'ici 3 mois, ou d'ici même que nous rentrons dans le feu des élections, il aura du fil à retordre et ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais justement, ça m'amène à poser la question que j'avais en tête. Est-ce parce qu'on est porté par l'UPR et le Bloc républicain, et successeur désigné dans le parti de Patrice Talon, dans la mouvance présidentielle, qu'on peut gagner les élections présidentielles haut les mains au Bénin? Je ne pense pas. Et surtout dans ce cas de figure précis. Je pense qu'il aura beaucoup de challenges. J'ai déjà 2-3 noms en tête. Par exemple, un Nourdine qui aujourd'hui est regardé comme possible candidat, le fils de l'ancien président Soho aussi qui est regardé comme possible candidat, avec des gens comme ça sur la liste, et aussi un qui peut ne pas paraître aussi sérieux que ça, mais qui en termes de bruit et de mobilisation peut être une menace, c'est aussi le fameux Kémy Séba. Bon, on ne sait plus s'il veut être candidat ou pas, mais le sillage, en tout cas électoral béninois, est en pleine mutation, et cette mutation ne garantit pas le contrôle de la mouvance présidentielle. Et aussi une autre chose, c'est que Patrice Talon a su quand même mettre l'opposition en grave difficulté, en ayant une certaine main de fer, en utilisant les questions de lutte contre la corruption pour pouvoir réellement maintenir les hommes politiques en laisse. Est-ce que celui-ci est capable de faire ça? Est-ce que Talon, peut-être en partant, pourra maintenir la même pression? Voilà beaucoup de questions qui disent que ce n'est pas gagné d'avance. Bien sûr. Lamine Fofana? Déjà, ça nous réjouit. Moi, à titre personnel, c'est une bouffée d'oxygène pour la dynamique démocratique de notre continent. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on alterne les news entre souvent putsch et préalternance dans nos jeunes démocraties africaines. Par rapport aux candidats désignés, il y a plusieurs problématiques qui peuvent se poser. Hein, c'est tout à fait normal. Mais le fait qu'il a l'aval du président sortant et des 2 partis politiques en question au Bénin, c'est quelque chose qui sera à son actif. Après, c'est clair que le fait qu'il n'a pas d'expérience électorale peut constituer un handicap qui peut facilement être rattrapé par des stratégies concrètes qui vont être mises en place. Bon, la chose qui m'a le plus marqué dans cette affaire, c'est que généralement en Afrique, on n'a pas de projet de carrière politique à l'interne des partis politiques. Lorsque vous avez par exemple 20 cadres qui occupent la fonction de ministre, 15 cadres ou 10 cadres qui occupent la fonction de ministre d'État, après ils visent forcément la primature ou bien la présidence de la République. Donc le management du personnel politique en Afrique est quelque chose de véritablement complexe. Patrice Talon arrive à le faire parce que le candidat désigné a une légitimité technocratique, ministre du budget de l'État, c'est l'une des fonctions les plus importantes, peut-être même la plus importante en matière d'animation des politiques publiques et de la gouvernance. Maintenant, après, en matière de politique pure, donc ce qui concerne les chocs électoraux, les débats, les tensions, les frustrations, les abstentions, c'est quelque chose qui se gère au fur et à mesure. Je pense qu'ils vont mettre autour de lui une équipe parce que le profil aussi juvénile du candidat en matière de gestion présidentielle va faire qu'il y aura certainement un collège autour. Donc l'expérience du président Talon va forcément lui servir. Et le fait que le nom du président Talon revienne beaucoup, comme mon aîné l'a mentionné si après, c'est pas forcément problématique, hein, c'est la dynamique informationnelle du moment. Arrivé à un moment donné, il va par exemple essayer de retirer, voilà, va prendre son élan politique, il va vraiment commencer son ascension et ça sera au peuple béninois de pouvoir estimer s'ils peuvent lui faire confiance par rapport aux problèmes qu'il rencontre. Et quand il va prendre son ascension, est-ce qu'on ne risque pas, Cheikh Oumar Doumbia, de se retrouver dans le cas angolais? Absolument. C'est un cas qui hante finalement l'esprit de beaucoup de chefs d'État. On s'est dit, on prend un poulain dans notre parti politique, on le met à notre place, au nom de l'alternance évidemment, et une fois installé, ce poulain-là peut devenir le bourreau plus amer, plus acerbe que des opposants qu'on a évités de toutes nos forces. Même en Mauritanie aussi. Je pense qu'il y a 2 lignes en la matière sur lesquelles on réfléchit. C'est 2 types de profils. C'est d'abord le profil Talon. Parce que Talon, c'est quelqu'un qui politiquement ne dépendait de personne quand il venait. On lui avait donné à peine 1% de chance de réussir en politique. Talon, ça ressemble aussi à quelqu'un, ça ressemble peut-être à Alassane Dramane Ouattara ici, qui bien évidemment avait été ministre, coaché, mais qui n'avait pas de parapluie politique fixe. Ce profil fonctionne. Ceux qui n'ont pas de parapluie politique fixe fonctionnent, et c'est ceux-là, en fait, qui réussissent le management des hommes. Je peux te citer plusieurs exemples. Mais ceux-là qui ont très souvent été positionnés, pistonnés, finissent par montrer qu'ils ont une face
bien différente de celui qu'ils sont quand ils sont supposés jouer le deuxième homme. Parce qu'un président qui cherche son successeur, il cherche un deuxième homme. Et cette personne, le président va vouloir que cette personne soit le deuxième homme, même étant en fonction. Aller en Angola, c'est loin. Même aujourd'hui, on voit quelque chose qui ressemble au Sénégal, où le Premier ministre cherche un deuxième homme en son chef de l'État. Donc, forcément, ce problème va se poser. Il va se poser parce que celui-ci est bien plus jeune et qui voit les choses différemment. Je l'ai écouté sur certaines questions, notamment par rapport à l'Union africaine, par rapport à la CEDEAO, par rapport au commerce, à tout ce qui est sud-sud. Il a des positions beaucoup plus tranchées que Talon sur ces questions-là. Et très rapidement, je sens même, je sens dans ce que j'entends, qu'il serait peut-être, s'il est président, beaucoup plus favorable à collaborer avec la mouvance à laquelle Talon a fermé la porte. C'est fort possible. Très bien. Alassane Rabo? Oui, alors deux questions pour moi. Est-ce que le fait qu'il soit porté par deux partis politiques qui sont tout puissants dans le pays ne va pas constituer une entrave justement à son libre arbitre, à l'expression de sa pleine politique et de son plein potentiel quand il sera président? Deuxième question, on voit arriver de plus en plus de jeunes politiques à la magistrature suprême. On a eu un pays où à 44 ans, l'un des jeunes du pays a pris les rênes du pouvoir, mais plus tard, les gens ont au fait de le considérer, après 1 an d'exercice, de stagiaire politicien. Est-ce que Romuald Ouadani qui arrive, qui a 49 ans, ne risque pas de se retrouver justement dans ce cas de figure-là? La première des choses, il faut clarifier jeunesse. Ouais. Parce que bon, dans bon nombre de nos pays, jeunesse se limite à 35 ans. Dans la charte africaine de la jeunesse, on est à 45 ans. Donc au-delà de 45 ans, il n'y a pas vraiment de mesure qu'on puisse l'appeler jeune. C'est peut-être parfois le physique peut tromper, mais légalement, il n'est pas considéré jeune. Non, mais sauf que souvent de fois, dans nos républiques et dans nos démocraties, on est habitué à avoir des présidents qui, en général, commencent à partir de la soixantaine. Très généralement, les gens disent cela en oubliant les premières républiques. Ouais. Sékou Touré arrive au pouvoir à quel âge? Modibo Keïta à quel âge? Houphouët-Boigny à quel âge? Eux, ils étaient jeunes. Donc, nos républiques, d'ailleurs, ont débuté avec des présidents, des chefs d'État qui étaient bien jeunes. Chez nous, on en a eu 2. Moussa Traoré vient beaucoup plus jeune, d'ailleurs, à un peu moins de 30 ans. Donc, c'est quelque chose auquel, politiquement, nous avons une histoire avec le véritable jeune qui a 35 ans, moins de 35 ans, qui dirige le pays. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est devenu tellement difficile pour celui-là d'émerger que nous sommes obligés de considérer ceux qui ont, parce que 49 ans, je pourrais dire 50 ans pour arrondir, quelqu'un qui a 50 ans qu'on allait considérer jeune. Et alors que ce n'est pas le cas. Mais l'expression de sa personnalité, nous allons questionner ça les premières semaines de campagne. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous l'écoutez, surtout parce qu'il fait souvent des interventions avec des jeunes, il sonne très panafricain. Il a une idéologie orientée vers l'Afrique. L'Afrique. Ce qui n'est pas Talon, parce que, par exemple, pour Talon, la politique, c'est du pragmatisme. Il n'est dans aucune idéologie. C'est qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on peut vendre, comment on peut mieux faire. Mais dans ce cas-ci, et c'est le propre de presque beaucoup de jeunes Africains qui ont étudié à l'étranger, de nourrir en fait ce sentiment de fierté africaine qui va être politiquement transformé, mais je doute fort qu'ils puissent réussir à faire cela avec le Bénin. Et à ne pas oublier l'influence qu'aura son voisin de haut, le Togo. Et ça va avoir parce que il va devoir discuter rapidement avec celui-là, et celui-là est une personnalité politique imposante du continent, qui va aussi ajouter sa doctrine à tout ce que lui, il a apporté et à tout ce que les partis ont à lui dire. Il aura beaucoup de mal à se faire une identité politique propre à lui. Alamine? On est peut-être aussi en train de revivre... Après Alamine, allez-y. Ok, j'ai une question qui est restée en suspens. Allez-y. Très bien. C'était ma première question sur le fait qu'il est porté aujourd'hui par 2 grands partis politiques. Est-ce que ça ne va pas jouer sur son influence? C'est ce que je disais dans la dernière phrase, en disant qu'il aura du mal à exprimer sa propre personnalité politique. Parce que si tu dois répondre aux attentes de ton parti, d'un autre grand parti allié, tu dois répondre aux attentes de ton prédécesseur. Tu dois répondre à des attentes auxquelles tu n'as jamais été confronté, donc sur lesquelles tu vas forcément devoir écouter des voix les plus avisées. Donc il aura beaucoup de mal à exprimer son avis. J'ai envie de dire, à ce stade-là,
en général, on profite, on bénéficie de la tolérance des 100 premiers jours. On ne sera peut-être pas très exigeant avec lui tout de suite. On va observer les 6 premiers mois de sa gouvernance. Les 100 premiers jours dans le modèle américain. Mais en Afrique, oui, surtout avec les réseaux sociaux, on est très tranchant rapidement. C'est vrai, on l'a vu. Diomaye Faye ne dira pas le contraire. On l'a vu avec le Sénégal, effectivement. Ouais. Alamine? On est peut-être aussi rapidement dans une restitution des dirigeants, disons, de nos ancêtres politiques qu'on a connus. Parce qu'effectivement, comme l'aîné le dit, on a tendance à oublier que nos premiers chefs d'État ouest-africains étaient relativement jeunes, contrairement aux leaders qu'on a aujourd'hui. Quand on prend le cas du candidat désigné au Bénin, quand on prend le cas du président Bassirou Diomaye Faye, quand on prend aussi le cas de certaines figures montantes dans nos différents pays, on voit que ils emboîtent aussi beaucoup plus des idéologies originelles en matière de panafricanisme, en matière de collaboration bilatérale. Par exemple, au Sénégal, n'eût été les défis économiques structurels qui vivent actuellement. Le président Diomaye Faye, qui est très jeune, a une vision rigide, bon, disons panafricaine. Le candidat désigné au Bénin, il a une vision rigide aussi sur le panafricanisme, encore un peu plus accentuée que le président Talon. Donc peut-être qu'on est dans un autre cycle politique en Afrique où on va assister à la montée des dirigeants politiques relativement jeunes qui s'affirment, qui certainement ne vont pas tout de suite couper le cordon ombilical avec le président sortant qui les installe, mais ils vont négocier au fur et à mesure, discuter et puis réussir à s'imposer parce que le caractère novateur de leurs idées va forcément, pour moi, prendre le dessus. Très bien. Faïsaline? Oui, alors, moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup des difficultés que pourrait avoir donc ce candidat de la majorité présidentielle, mais j'aimerais savoir, est-ce que, selon votre observation du contexte béninois, du contexte politique, est-ce que l'opposition actuellement au Bénin est assez unie, assez coriace pour barrer la route, en fait? À Ouadani. Assez unie, non. Assez coriace, si. Mais comme je le disais au tout début, en fait, l'opposition est dans cette posture parce qu'il y avait un Patrice Talon. Mon dernier passage au Bénin en 2019, il avait une prison spéciale pour les détenus politiques. Ça, c'est un Patrice Talon qui a fait en sorte que la loi soit faite de telle sorte que même quand vous êtes député et que vous avez une immunité et que vous êtes suspecté, à partir du moment d'ailleurs où vous êtes suspecté de détournement de fonds, ou il agit, la loi agit. Et Talon, c'était ce monsieur-là. Mais on sait qu'en Afrique, il y a des revirements à 360% dans la sphère politique. À partir du moment où Talon n'a plus le contrôle entier, parce qu'à partir du moment où nous entrons en campagne, il devient comme... Il n'est plus ce qu'il a été pendant ces dernières années, de 2016 à aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment, ce serait peut-être qu'à Ouadani de jouer ce rôle. Est-ce qu'il a la préparation nécessaire? C'est là où se trouvent mes doutes. D'accord, très bien. On va marquer une courte pause et permettre au duel de se tenir. On se retrouve juste après ceci. Se battre, braver, céder, vibrer, s'abandonner, endurer, tomber, se relever, dépasser, réussir, conquérir. Ici, chaque verbe se conjugue à l'infini. Vivez le football comme jamais, seulement avec Canal+. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offerts. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. 7e journée des éliminatoires mondiales 2026, zone Afrique. En tête du groupe F, les champions d'Afrique devront assurer à domicile face au Burundi avant le déplacement au Gabon. Côte d'Ivoire-Burundi, vendredi 5 septembre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny à 19h. Prix de vente des tickets, VVIP 150 000 francs CFA, VIP 100 000 francs CFA, Hospitality 50 000 francs CFA. Catégorie 1, 10 000 francs CFA. Catégorie 2, 5 000 francs CFA. Catégorie 3, 2 000 francs CFA. La vente se déroulera du 28 août au 5 septembre à 12h dans les points de vente suivants. Cocody, Centre Ivoire Trade Center. Idekel, Cocody Faya
à 100 mètres du carrefour Cap Trading. Engrais, Carrefour, Batim. Ecob, Abobo, Gendarmerie, près du supermarché Bon Prix. BCI, Koumassi, entre Coquilloire et l'agence Move. Station Shell, Koumassi, zone industrielle. Trècheville, avenue 14, rue 24. Yopougon, au sein de Cosmos, à côté de l'agence Orange. Yopougon Niangon, base CIE, à Adjamé. Station Shell, à côté de KFC, Mitterrand. Sortons tous soutenir les éléphants champions d'Afrique. Chaque jour sur MCI, enrichissez votre culture générale dans le coffre magique avec Tia. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le plateau du coffre magique. Du fun, du savoir et surtout une belle cagnotte d'1 million de francs CFA à remporter. Avec 180 points et 120 000 francs de cagnotte, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B. Vous êtes qualifiés, on est au complet pour la suite de la compétition. Rendez-vous à 17h30 du lundi au vendredi pour votre dose quotidienne de culture générale. Le coffre magique. On se retrouve pour le tout dernier virage, mais vraiment le dernier de cette quotidienne info. Le premier numéro de la semaine. Docteur Adjelou. Oui, moi je voudrais dire que s'il y a un chef d'État dans la sous-région qui est vraiment allé à l'école du président Alassane Ouattara, c'est le président Patrice Talon. Il a vraiment copié textuellement, il a retenu les leçons que lui a administré le président Alassane Ouattara. Il a fait vraiment du pragmatisme d'État. Et puis je veux dire qu'il faut être optimiste par rapport à Ouadani, attendant pouvoir. Et puis Talon aussi n'avait jamais été élu lorsqu'il arrive à la magistrature suprême, donc c'est à prendre en compte aussi. Et voilà. Très bien. Un commentaire? Oui, facilement. Moi, je pense, comme je l'ai dit, la différence réelle, c'est que Talon n'a pas été pistonné. Il n'a pas été dauphin. Il avait la liberté de choisir dans quelle école s'abreuver et sur quel échiquier danser. Celui-ci n'a pas les mêmes libertés. Donc, je suis tout à fait optimiste, croyez-moi, mais le propre de l'analyse politique, c'est d'abord d'identifier les menaces et de savoir les traiter. Et c'est ce que je fais en ce moment, c'est qu'il y a suffisamment de menaces pour se dire que oui, c'est un beau moment de transmission de pouvoir, d'une génération peut-être à une autre, mais aussi c'est un moment de fort risque, parce que si ça foire, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui comme risque politique dans cette zone-là, et avec les nouvelles menaces qui s'élèvent, si ça foire, c'est tout le Bénin qui est en danger. Donc il faille que ça réussisse et pour cela, il faut se poser les bonnes questions et y apporter des réponses pertinentes. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Oumar Doumbia, d'être venu ce soir commenter l'actualité avec nous. Il était prévu, évidemment, que nous commentions aussi l'actualité au niveau de la Banque africaine de développement, marquée par l'investiture aujourd'hui du nouveau président Sidi Oulta, une actualité que nous allons reporter à demain et vous serez encore une fois avec nous pour commenter cette actualité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Place à présent au grand duel.